Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. L'insécurité alimentaire au Burkina Faso, plus de 600 000 personnes souffrent de famine. Les habitants qui vivent dans des zones soumises à des blocus de groupes djihadistes ont de plus en plus de mal à se nourrir. Des religieuses abusées par des prêtres en Afrique subsaharienne, comment briser l'omerta et comment prévenir ces abus? On en parle avec Sœur Marie Lembo, également psychothérapeute et auteure d'un livre sur cette question taboue. C'est la rencontre entre deux univers à la fois proches et éloignés, celui de l'artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat avec les fétiches du royaume Congo. On vous fera découvrir l'exposition Résonance à la fin de ce magazine. 3 400 000 personnes souffrent de la faim au Burkina Faso selon l'ONU, en cause l'insécurité mais aussi la sécheresse et la flambée des prix des denrées alimentaires. La situation est encore plus difficile pour les habitants des régions touchées par le terrorisme. Les groupes djihadistes empêchent leur ravitaillement. Reportage de notre envoyé spécial Ange Nomenio. Bibata est une déplacée interne de Kaya, une localité du nord du Burkina Faso. Mère de 7 enfants, elle a dû quitter sa région natale pour fuir les attaques djihadistes. Aujourd'hui, elle peine à nourrir sa famille. Les denrées alimentaires sont maigres, notamment à cause de la sécheresse. Aujourd'hui encore, se nourrir reste une difficulté. Parfois, nous arrivons à trouver de la nourriture, mais parfois nous dormons le ventre vide. En général, nous arrivons à prendre 2 repas par jour. Souvent, nos enfants pleurent parce qu'ils ne mangent pas assez. Mais nous faisons de notre mieux pour leur trouver quelque chose à manger. Au Burkina Faso, les régions sous influence djihadiste sont soumises à un blocus. Il est donc difficile de les ravitailler. Pour cet expert, la solution serait de sécuriser les routes. Nos attentes, c'est de trouver un mécanisme, je dis un mécanisme bien habilité ou un mécanisme bien adapté à ravitailler permanemment la ville. Seule solution pour ravitailler certaines villes du pays, les voies aériennes. Mais certaines ONG jugent que cela n'est toujours pas suffisant pour lutter contre la famine. Selon elles, il faudrait plus de financement. Nous avons besoin de 590 millions de dollars pour financer la réponse humanitaire au Burkina Faso à ce moment-là. Et à ce jour, uniquement 88 millions de dollars ont été mobilisés. Au Burkina Faso, le taux d'insécurité alimentaire a presque doublé par rapport à 2021. Aujourd'hui, c'est plus de 600 000 personnes qui souffrent de famine dans le pays. De nombreuses religieuses seraient abusées sexuellement par des membres du clergé et se confinent dans le silence. 30 ans après 2 rapports accablants présentés au Vatican, cette culture du secret semble persister. Pour en parler, Sœur Marie Lembo est notre invitée. Bonjour Sœur Marie Lembo et merci d'être avec nous. Bonjour Valériane. Alors, vous êtes également formatrice et psychothérapeute. Vous avez mené une étude inédite qui est aujourd'hui publiée sous le nom « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité » aux éditions Salvator. Pour commencer, pour que les choses soient claires, pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents types d'abus que vous avez étudiés? Les différents types d'abus étudiés sont les abus physiques, les abus psychologiques, émotionnels, les abus de confiance, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit, Marie-Michel se passe dans le contexte de la relation pastorale. Le prêtre qui accompagne la religieuse a une supériorité par rapport à son rôle et par rapport à sa responsabilité. Et donc, elle demande son aide. Et c'est lui qui est chargé d'offrir cette aide. Et par rapport à ça, il s'agit d'une relation asymétrique. Et pour cela, elles se sentaient dans une relation où elles dépendent du prêtre qui aurait abusé d'elles. Alors, vous avez recueilli des témoignages édifiants. Je pense notamment à cette jeune femme qui a été violée par un prêtre. Elle est tombée enceinte 3 fois et à chaque fois, il l'a forcée à avorter. Oui, c'est une situation très triste et c'est que j'ai rencontré. Donc, cette jeune femme aujourd'hui a eu cette rencontre avec ce prêtre quand elle était très jeune. Comme dans un groupe de vocation, elle a demandé son aide pour pouvoir l'orienter. Et c'est à partir de ce moment que
cet accompagnement qui devrait être spirituel pour l'aider à discerner sa vocation, la relation est devenue une relation de contact sexuel. Et malheureusement, c'est l'une des relations qui a duré dans le temps, où elle a été 3 fois mise enceinte et il lui a imposé l'avortement. Les autres témoignages que j'ai recueillis, c'est des témoignages de viol. Et pour une d'elles, ça s'est passé 2 fois. Et elle a été violée et puis elle a réagi. Et il a demandé de lui pardonner, qu'il ne referait plus ça. Mais ça s'est passé une 2e fois. Les autres situations, ce sont des tentatives de viol ou des relations où elles vivent le contact sexuel mais forcé ou conditionné par cette dépendance dont je parlais ou d'autres dépendances qui peuvent être aussi parfois d'aide ou de soutien aussi financier parfois. Et souvent, ces femmes, elles se retrouvent rejetées par leur communauté? Sur celle que j'ai interrogée, une seule a été soutenue par sa responsable de communauté pour l'aider à affronter la situation avec le prêtre. Les autres n'ont pas osé parler à la communauté parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Celles qui ont parlé n'ont pas été crues ou ont été traitées d'être celles qui ont provoqué l'attitude, oui, l'abus. Et quelles sont les conséquences traumatiques pour les victimes? Les conséquences sont aussi de différents niveaux. Elles sont multidimensionnelles. Donc, les conséquences physiques, ça peut être des grossesses donc, et toutes les douleurs que ça peut comporter pour un viol. Et l'avortement avec toutes les conséquences aussi. Les maladies parfois sexuellement transmissibles. Il y a des conséquences psychologiques, le rejet de leur corps, le non-estime d'elles-mêmes, la peur. Et il y a un grand sentiment de honte, un grand sentiment de culpabilité aussi, parce que souvent elles se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et donc, ce n'est pas facile de parler. Mais je loue le courage de celles-là qui ont participé, qui ont osé. Et je crois que petit à petit, avec ce groupe et moi-même, on en parle et nous espérons que... puisque en fait, ce n'est pas elles qui sont les coupables. Est-ce qu'il y a des structures d'accueil qui sont mises en place pour ces victimes? Pas facilement dans le contexte africain. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour cela, une de nos recommandations, c'est que les congrégations religieuses se mettent ensemble pour mettre sur place des structures où les femmes consacrées ou d'autres personnes aussi peuvent aller facilement et pouvoir parler, trouver l'aide. Quels sont les mécanismes que vous avez décryptés et qui, selon vous, conduisent à ces abus? Les mécanismes sont variés, c'est ce que j'ai appelé les dynamiques qui sont sous-jacentes à ces abus. Du côté des prêtres qui ont abusé, c'est des stratagèmes. Ça veut dire qu'ils ont une manière de jouer sur la vigilance de la femme consacrée. Et il y a aussi créé cette dépendance parfois, je ne dirais pas toujours financière, il y a celle-là aussi, mais une dépendance dans ce sens que je m'occupe de toi. Je suis la personne qui peut t'aider sur ton chemin, fais-moi confiance. Donc, dans ce contexte, elles font confiance. En tant que leader spirituel? Oui, il y a aussi cette familiarité d'être appelé papa même ou frère. Et donc, ça crée cette confiance qu'elle se dit, bon, je suis dans de bonnes mains, c'est une personne qui peut m'aider. Elles se sentent comme ça. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour mettre fin à ces abus? La formation qui intègre toutes ces dynamiques de la personne humaine, l'écoute des personnes qui vivent cette expérience, surtout les femmes consacrées, et la construction des limites saines dans les relations professionnelles et d'accompagnement, et aussi des lignes de conduite pour les communautés. Merci, Sœur Marie Lembo, pour ce témoignage essentiel. Je vous remercie aussi. Merci.
C'est une expérimentation esthétique originale à laquelle invite la galerie parisienne Gradiva avec l'exposition Résonance Jean-Michel Basquiat et l'univers Congo. Elle met en scène un dialogue entre les dessins du prodige américain de la peinture et une vingtaine de fétiches à clous provenant de l'actuelle République démocratique du Congo-Brazzaville et d'Angola. Julien Sauvager vous emmène y faire un tour. D'un côté, les dessins de l'artiste Jean-Michel Basquiat, prêtés par des collectionneurs ou provenant du fond de la galerie Gradiva. De l'autre, des fétiches originaires du royaume Congo datant du 19e siècle, rarement voire jamais montrés au public, exceptionnellement prêtés par le musée royal de Tervuren en Belgique. Réunies ensemble, ces œuvres offrent un regard croisé, un écho entre le passé et le présent, entre un artiste et ses origines. Il y a une part d'Afrique dans l'art de Jean-Michel Basquiat. Lui-même parle de mémoire culturelle, qu'il habite et qu'il le suit où qu'il soit, qu'il n'a pas besoin d'être en Afrique pour avoir ces réminiscences, qu'elles sont là en lui. Mort à 27 ans d'une overdose, Jean-Michel Basquiat, né d'un père haïtien et d'une mère portoricaine, débute en graffant dans les rues de New York. Son style énergique, sa fulgurance sans concession, lui vaut une rapide renommée. L'anatomie humaine est l'un de ses thèmes obsessionnels, ainsi que la place de l'homme noir dans l'art et la société occidentale. Il lit un livre de Thompson qui s'appelle Flash of the Spirit, qui explicite surtout, au travers des diasporas avec l'esclavage, comment il y a eu des créolisations et un transfert de ces cultures africaines dans le monde. De l'aveu même des commissaires de l'exposition, il ne faut pas chercher les rapports directs, mais plutôt les sensations, l'énergie de les voir ainsi réunis. Cette exposition, c'est presque une expérience scientifique. En fait, ce qu'on voulait, c'était mettre face à face des œuvres de grande énergie, que sont les œuvres sur papier de Jean-Michel Basquiat et les objets Congo. Et ce n'est vraiment que maintenant qu'on ressent toute la plénitude de l'exposition, ça montre parfois que l'homme est le même partout, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des choses très proches, il y a des choses qui fonctionnent en opposition, d'autres en résonance, justement. Jean-Michel Basquiat exorcise à travers ses dessins à la fois son mal-être et son énergie créative. Tour à tour torturé au prix d'une inspiration emphatique, comme si lui-même n'était qu'un fétiche, tout autant chéri que malmené par son époque. C'est la fin de votre magazine. Merci pour votre fidélité. Urgence climatique et cri d'alerte en Somalie. Le pays, pourtant habitué aux sécheresses, se meurtrit. Des terres arides, des troupeaux consumés, une insécurité alimentaire grandissante, la famine menace. He's a kind of dehydration. Even he's also weakness. He can't even cry normally. L'État est absent et les organisations non gouvernementales peinent à sauver ceux qui peuvent encore l'être. L'urgence aujourd'hui, elle est climatique, mais elle est aussi financière. Reporter en terre somalienne, à voir sur France 24 et france24.com.